Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut réussir quand on n'a pas fait HEC, et même si vous n'êtes pas un homme blanc entre 25 et 35 ans, ce qui est quand même une condition de réussite assez importante en France. Premier point, j'aimerais bien qu'on parle de est-ce qu'on est vraiment désavantagé? Parce que je vois beaucoup de gens qui me disent oui, payer 100K pour faire une école de commerce où tu as un logo sur ton CV du réseau, ça sert à rien. Alors, trois choses. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça vous désavantage vraiment. Et ensuite, dans la vidéo, je vous donnerai trois autres choses qui font que même si vous n'avez pas fait HEC, même si vous êtes désavantagé, vous pouvez quand même faire, à mon avis, des trucs de ouf et peut-être même mieux. Je parlais notamment de mon pote Ryan qui a fait des trucs assez dingues. Alors, déjà, il y a un plafond de verre en France. Du coup, pour vous parler de Ryan. Ryan, c'est un pote à moi qui est général manager New York, l'État de New York et des zones géographiques adjacentes chez DoorDash et qui gère plusieurs milliards de GMV, donc de chiffre d'affaires. C'est vraiment un boss. Et le mec a fait l'EDEC, donc une belle école de commerce. Et il faut savoir que quand il est sorti de l'EDEC, les gens lui ont dit, bah écoute mec, comme t'as pas fait HEC, on ne prend même pas en entretien. C'est-à-dire il y a des super cabinets de conseil qui sont un peu la voie royale quand vous sortez des écoles de commerce. Ils lui dit, on te prend pas en entretien. Ou alors on te prend en entretien, mais en fait t'as aucune chance. Le mec, avec son niveau d'intelligence, son niveau de taf, la position qu'il a réussi à créer de zéro à New York en quelques années, je peux vous assurer qu'il a largement de quoi réussir. Mais en France, aujourd'hui, il serait encore en catégorie B. Voilà. Donc, juste en vous prenant cet exemple, je vous le dis, il y a un plafond de verre. Et même si vous avez fait des bonnes écoles de commerce, même si vous avez du bon réseau, même si vous avez un QI stratosphérique, désolé pour vous. Quand on parle de marque et de réseau, est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 100K? Eh ben moi je pense que oui en fait. Si vous pouvez, bien sûr le problème c'est qu'il faut être accepté dans ces écoles. C'est tout le problème. Moi par exemple, moi je critique HEC, mais moi j'aurais bien aimé être pris HEC. Le problème c'est que j'ai loupé mes concours d'école de commerce et que je n'avais que Poitiers où je ne suis pas allé parce que pour le coup ça coûte pas si loin du prix d'HEC et il n'y a pas de marque, il n'y a pas de réseau. En fait ce qui est incroyable dans la marque et le réseau c'est que quand vous êtes jeune et que vous sortez d'école, vous allez pouvoir emprunter cette marque et ce réseau d'une institution qui est beaucoup plus forte que vous au début de votre carrière. C'est un peu la même logique que quand vous levez de l'argent. Quand vous levez de l'argent avec un super fonds d'investissement, vous empruntez une partie de leur pouvoir. Quand vous élevez avec André Horowitz, c'est que vous parlez avec des clients, vous avez cette marque hyper forte et ce pouvoir hyper fort. Même quand vous parlez à l'État américain ici, le fait d'avoir levé avec André Horowitz vous donne de la crédibilité, vous donne du pouvoir. Et en fait, on va faire des écoles prestigieuses, on essaie de lever avec des fonds prestigieux quand on est au début de sa carrière ou qu'on est au début de son entreprise parce qu'on va emprunter une partie de ce pouvoir. Et en fait, si vous n'avez pas compris ça, bah, globalement, vous n'avez rien compris. Et après, du coup, je vais vous expliquer comment vous pouvez récupérer une partie de ce pouvoir. Ensuite, et le dernier point qui fait que pour moi, vous êtes vraiment désavantagé si vous n'avez pas fait une grande école en France, au-delà de ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, il y a une vraie limite perso que vous vous auto-infligez. Et ça, j'en discutais avec Pierre Entremont, qui est un VC chez First, et qui me disait, écoute Grégoire, j'ai investi beaucoup dans des super... Lui-même a fait HEC, il dit, j'ai investi beaucoup dans des entrepreneurs qui ont fait les meilleures écoles, les meilleurs parcours. Mais il investit aussi dans des mecs qui ont des parcours complètement atypiques. Moi et d'autres boîtes. Et il me dit un truc que je vois chez tous ces entrepreneurs-là et que je vois pas chez les autres, c'est que vous vous auto-limitez. Et il me dit ça me fait vraiment chier parce que je vois que vous avez le bon niveau d'énergie, vous avez le bon niveau de drive, vous êtes clairement intellectuellement au niveau de ces autres mecs, mais en fait vous vous faites pas confiance. Et quand vous allez vous retrouver à une intersection, vous allez dire est-ce qu'il faut tout risquer, avoir confiance en moi et faire ce gros truc, ou est-ce que je vais aller mettre dans mon coin, faire un petit truc parce qu'en fait je suis pas capable. Vous allez plus souvent choisir le côté 2, malgré tous les encouragements, malgré tout ce qu'il dit. Parce que moi il me push, il me push en permanence en me disant mec tu peux faire un truc, un gros truc. Et en fait cette limite perso qu'on a, parfois on ne peut la faire sauter qu'en sortant du territoire. Du coup, aujourd'hui en France, pour terminer, je pense que le plus gros argument quand on fait pas HEC et qu'on le sait, sa plus grosse limite c'est soi-même. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait sauter tout ce que je vous ai dit? Comment est-ce qu'on va au-delà de ce plafond de verre? Comment est-ce qu'on arrive à emprunter quand même et à avoir cette puissance dont je vous ai parlé? Et comment est-ce qu'on arrive à pas avoir cette limite perso? Bah, la première chose, pour moi, c'est de partir de l'endroit où vous n'êtes pas top 1. Donc déjà psychologiquement, c'est-à-dire sortir de ce truc de j'ai pas fait le meilleur parcours. Et ça, pour moi, ça passe par partir à l'étranger. Pas forcément, ça peut aussi partir dans un autre secteur, par exemple, tu vois, oui, si vous partez faire du droit ou des choses comme ça peut être intéressant. Mais partir à l'étranger, si vous êtes dans la tech, et je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes dans la tech, c'est obligatoire. Après, si vous devenez artiste et tout, peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais. Et je dis ça très sérieusement.
Par exemple, j'en discutais avec une VP de chez JP Morgan et elle m'a dit, elle est partie en Asie. Je ne crois pas dire de bêtises en disant qu'elle est partie à Singapour ou à Hong Kong, mais je suis désolé si je me plante. Et elle m'a dit, elle a été trader de pierres précieuses. Très rapidement sa carrière, très très rapidement, alors qu'elle n'avait pas fait des études incroyables. Et elle me dit, en fait, on lui a donné cette opportunité incroyable où elle a vraiment cartonné. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle a un aussi beau poste. Et elle me dit, mais en fait, on m'aurait jamais laissé cette opportunité en France parce que juste, j'avais pas fait les bonnes écoles, etc. Et en fait, le fait de partir de France, ça fait que le réseau que vous aurez pu avoir en ayant fait une école, en fait, de toute façon, il aurait servi à rien ici. La marque, de toute façon, elle n'est pas connue. La limite perso, elle saute parce qu'en fait, vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a quasiment personne qui a fait cette étude. Donc, du coup, ce syndrome de l'imposteur, il saute. Ça, c'est assez incroyable. Mais même plus que ça. Pour les gens dans le pays dans lequel vous allez, par exemple aux US, les gens vont pas se dire ce mec-là a pas fait Stanford. C'est ça leur brand. Ils se disent ce mec-là est français, ils connaissent pas, je vous disais, ils connaissent pas votre école, donc en fait, ils savent même pas ce que vous avez fait. Et comme vous êtes français, ils vous comparent pas aux Américains. Ils se disent ce mec-là, bah juste il est étranger. Donc en fait, il n'y a pas de plancher, pas de plafond. C'est comme vous si vous voyez un Bulgare arriver, vous connaissez pas son école, vous savez pas ce qu'il a fait, vous connaissez pas ses réseaux. Si le mec est bon, vous allez dire putain lui il est vraiment bon, et si le mec est pas bon, vous allez dire putain il est vraiment pas bon. Alors qu'un Français qui a fait HEC, même si vous avez l'air pas bon, vous allez quand même lui laisser une deuxième chance. Et en fait, en fait, ça change tout parce que vous êtes unique. Et du coup, le fait de partir de votre pays, ça vous permet de casser ce truc que vous n'avez pas le bon réseau, vous n'avez pas la bonne marque et de casser cette limite perso. Et ça vous permet de vous mettre face à des gens qui vont enlever le plafond et qui vont aussi enlever le plancher quand ils vont vous juger. Mais du coup, quand ils font ça, ça veut dire que si vous n'êtes pas bon, bah là, vous êtes vraiment une sous-merde et c'est compliqué. Du coup, c'est les deux points d'après. Comment est-ce qu'on fait pour, quand on part à l'étranger ou si vous avez envie de rester en France, pour arriver à tout péter? Déjà, il faut vraiment recréer cette marque. Je vous dis, si vous ne pouvez pas l'emprunter, il faut la créer. Je vous donne un exemple tout bête. Je vois pas mal de gens sur LinkedIn qui disent j'aime mes entreprises à avoir plus de clients. Waouh, bro, ça c'est pas une marque en fait. Si vous dites je suis spécialiste de la prospection email pour les SaaS, là les gens ils vous identifient, ils se disent ce mec-là c'est l'expert de ça et si vous faites du contenu là-dessus, les gens ils vont venir chercher. Par exemple, je connais Benjamin Douablin qui a commencé en disant je suis un expert du cold call. Il a parlé de beaucoup de cold call avec Full Rich. Il a fait sa boîte autour de ça. Maintenant il grossit, etc. Il est beaucoup plus large que ça, mais les gens savent qu'il faisait ça et le reconnaissaient pour ça et l'estimaient pour ça en fait. Alors que s'il était resté dans un truc très vague, je pense qu'il aurait jamais réussi aussi fort. Dans mon cas, par exemple, aujourd'hui, ma marque, elle a perso. Et c'est comme ça que je pense qu'en 9 mois aux US, je suis passé de quand je rencontre des gens, ils vont en mode t'es qui toi, t'es pas intéressant, à aujourd'hui, je commence un petit peu à avoir un peu plus d'ampleur. Je me suis positionné comme le mec qui fait du contenu court, no bullshit pour les Français ambitieux qui veulent venir à San Francisco pour changer le monde. Et c'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube. Et ça marche très très bien. Et en fait, ça me fait beaucoup de network ici. Parce que les gens, ils disent ah, mais tu viens. J'ai vu le fondateur de Loco qui était monté à 400 millions de valo. Il m'a dit bah, quand j'ai dit que je venais à SF, on m'a recommandé ta vidéo. Il m'a dit franchement, je t'aimais pas, j'ai regardé, mais c'était top. Marque perso hyper forte. Je fais un truc et je le fais très bien. Deuxième chose, j'ai des lunettes. C'est con, mais tout le monde me parle des lunettes, tout le monde me reconnaît avec mes lunettes. Et en fait, ça permet aux gens, quand ils me voient en ligne, quand ils me voient sur les vidéos, quand ils me voient en vrai, ils font, ah, c'est ce mec-là. Et quand ils me voient à un event, ils me reconnaissent. C'est bête, mais je vous le donne. Petit tips pour la marque perso. Après, faut aimer. Hein. Vous êtes pas obligé. Faites pas les lunettes, par contre. Trouvez autre chose qui vous appartient. Et le dernier point, c'est que je dis que je vends de la donnée au lab d'AI. Je le répète tout le temps. Ici notamment. Et qu'on bosse avec des gros labs d'AI, etc. Et en fait, je répète. Et les mecs se disent ah oui, c'est le français ambitieux qui me tête chez YouTube avec des lunettes marrantes et qui vend de la donnée au lab. Et du coup, j'ai plein d'intros. Parce que les mecs, ils savent exactement ce dont j'ai besoin. Et ça marche super fort. Et ça, c'est vraiment un truc que je me suis réinventé en venant. Hein. Je vous le rappelle, le 1er janvier, j'avais pas ces lunettes. J'avais pas fait une seule vidéo. Et c'était pas notre activité. J'ai dû me réinventer de zéro. Mais aujourd'hui, je suis en train de me faire ma place grâce à cette marque forte perso que je me crée. Et pour info, il y a 3 ans, il y a 5 ans, ma marque, c'était j'ai une agence à Paris et je fais du contenu sur LinkedIn. Donc clairement, ma marque perso, elle a complètement changé. Vous pouvez vous réinventer. Bon, faut quand même faut faire attention de ne pas se réinventer tous les ans. Et voilà, là, j'ai changé de pays, donc c'était l'occasion. Mais vous pouvez vous réinventer et vous pouvez créer une marque très très forte. Et si je l'ai fait 2 fois, c'est bien que la méthodologie, elle marche. Troisième chose, comment se créer du réseau. Et c'est la dernière. Il y a 3 façons de se créer du réseau et je le vois ici. La première, c'est les gens comme Olivier, le fondateur de French Founders, qui est un des clubs les plus, je pense, puissants ici, enfin, de Français dans le monde. Lui, c'est un expert des DM. Il est capable, quand il envoie un DM, il faut que les gens lui répondent. Et j'ai un pote, Morgan, qui a aussi ce super pouvoir. Il écrit aux gens, tout le monde lui répond. Et en fait,
Ça, c'est le pouvoir, juste pas des warm intro, pas de... Juste, vous écrivez aux gens, ils vous répondent, parce que vous écrivez le message qui tombe pile. Parfois, il faut 1 heure et demie, 2 heures pour drafter le message. Moi, par exemple, j'ai écrit un message à Xavinel en lui disant j'aimerais bien que tu sois candidat en 2027, je suis moins fort qu'eux. Il m'a répondu, bon, il n'a pas pris le meeting, donc j'ai pas été assez bon. Mais voilà, et ces mecs-là, ils écrivent tous les jours à 2, 3, 4, 5 personnes, avec des gens incroyables qui aimeraient. Ils visent le top. Ça, c'est une stratégie. Si vous êtes fort là-dessus, perfectionnez, perfectionnez, perfectionnez. Comment est-ce que vous arrivez à attirer l'attention des gens? Deuxième chose, c'est les events. Je vois des gens, c'est des cracks en event, notamment les ricains. Ils viennent à un event, ils parlent à une personne et toutes les 5 minutes, ils switchent. Ils voient des fois 50, 60, 70 personnes par event. C'est impressionnant. Ils parlent à tout le monde. Et après, ils retiennent les 1 ou 2, ils follow-up, ils calent des dèches derrière et ils entretiennent leur réseau. Donc, ils sont toujours en train de chasser et de rentrer et de créer du relationnel avec les gens qui s'intéressent. Et la troisième façon, c'est plutôt mon truc, c'est de faire du contenu. Vous faites du contenu, du coup, on vous connaît. Du coup, quand vous arrivez à des events et que vous allez voir des gens, bah, c'est souvent plus facile parce qu'il y a 2, 3 personnes qui vous connaissent, qui peuvent vous dire ah, tu devrais parler à ce mec-là. Quand vous écrivez des DM, c'est plus facile. Donc en fait, ça vous permet juste de faire les stratégies d'avant, mais c'est plus facile. Par contre, faites attention, je vois plein de gens qui font du contenu, mais qui prennent pas l'effort d'aller à des événements ou d'envoyer des DM à des gens qui ne connaissent pas. Et en fait, honnêtement, vous perdez 80% de l'intérêt. L'intérêt d'être connu sur les réseaux, c'est de pouvoir DM des gens. Les gens qui vous envoient des messages, donc DM, c'est des messages privés, hein, c'est souvent beaucoup moins intéressant. C'est souvent des gens qui vous demandent des infos, etc. Et donc, tombez pas dans ce piège de je fais beaucoup de contenu, mais en fait, je traîne que les gens qui m'écrivent, parce qu'en fait, les gens qui vous écrivent, ils vont surtout vous prendre du temps. Et c'est génial d'en aider 2 ou 3, mais des fois, j'ai des gens qui me posent des questions. Je vous adore, mais franchement, les gars, regardez mes vidéos YouTube, quoi. Parce que me prendre 30, me dire est-ce qu'on peut se faire un petit call d'une demi-heure pour que tu m'expliques comment ça marche les visas alors que j'ai fait une vidéo dessus, c'est pas très respectueux de mon temps. Voilà, impatient d'avoir vos avis, je vous fais des bisous, ciao!